Sur les chemins de ta vérité. Notre thème de Carême nous invite cette année à explorer pourquoi la vérité est si souvent maltraitée et comment notre foi peut nous guider vers elle. Oh, elle ne devrait pas être si difficile à trouver. Nous avons souvent devant nous des faits indiscutables, ceux par exemple prouvés par la science. Et pourtant, aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier. La science est-elle une vérité ? Au début d'Internet, on s'émerveillait sur l'incroyable accès au savoir que cette technologie nous promettait. Et malheureusement, nous pouvons constater que c'est aujourd'hui le moyen de propagation à grande échelle de théories comme le créationnisme ou le platisme. En fait, toute théorie contraire au discours scientifique suspectée d'être une manipulation de masse. On pourrait en rire si cela ne traduisait pas un mouvement profond de notre société individualiste qui valorise plus ses opinions sur le principe qu'elles se valent toutes, plutôt que ce qui fait un consensus sur la base d'une démonstration sérieuse et preuve à l'appui. La science s'est parfois trompée. Elle n'en finit pas d'ailleurs de progresser en intégrant sa propre remise en cause dans sa méthodologie. Mais devons-nous considérer qu'au fond elle est pour autant juste une opinion comme une autre ? C'est notre dossier du jour. Un dossier qui va nous aider à approfondir notre carême avant de vivre la messe de ce dimanche de carême à Paris-Saclay, pôle technologique et scientifique. Ça sera dans 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laure Saint-Raymond. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un grand honneur de vous recevoir. Vous êtes mathématicienne, professeure permanente à l'École des hautes études scientifiques à Paris-Saclay, justement, depuis 2016. C'est la première fois qu'une femme y est professeure permanente, depuis la création de l'Institut en 1958, membre de l'Académie des sciences. Par ailleurs, vous êtes croyante, catholique et mère de 6 enfants. Guide-moi sur les chemins de ta vérité. Vous l'avez compris, c'est le thème de notre carême cette année. On l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Payet. Il y a des théories plus ou moins pseudo-scientifiques, plus ou moins complotistes, comme le platisme, qui ont le vent en poupe en ce moment. Vous, en tant que scientifique, comment vous recevez ça, que la science puisse être mise à mal comme ça, en tout cas des vérités scientifiques remises en cause d'une manière un peu facile ? Je pense que ça traduit une grande ignorance, en fait, de l'ensemble, du public vis-à-vis de la science, et peut-être même plus que de l'ignorance, une espèce de méfiance. Et donc moi, je pense que la question, elle est est-ce qu'on a éduqué suffisamment bien les gens à la science ? Voilà, c'est un de mes grands dadas, et je pense que la communauté scientifique c'est peut-être pas suffisamment investi justement dans cette question de la transmission, pour expliquer finalement que la science c'est pas juste une somme de savoir ou de connaissances, mais c'est d'abord une méthode. Et alors dans certains des points saillants de cette méthode ont été évoqués dans l'éditorial, mais pour moi il y a la première chose, c'est d'utiliser des mots qui sont justes et bien définis, précis, exactement. Ça c'est le premier ingrédient, je pense, de savoir de quoi on parle. Est-ce que vous parlez de vérité scientifique, puisque ce matin nous parlons de vérité? Est-ce que c'est une expression que vous pouvez utiliser? Je suis pas sûre qu'on utilise très souvent le terme de vérité. On parle de méthode, on parle de savoir, de connaissance. Parce que l'idée, c'est d'aller trouver une vérité, chercher une vérité. Ouais, exactement. Je pense que la science, pour moi, plus qu'une vérité gravée dans le marbre, c'est un chemin de vérité. C'est un chemin de vérité parce qu'on se donne les moyens, quelque part, de pousser le plus loin possible, à la fois les observations qu'on est capable de faire, le raisonnement qu'on est capable de conduire, la vérification, parce que dans les autres grands principes, je dirais, de la science, de la façon dont on l'a fait, c'est que certains la font, mais d'autres la vérifient, et on passe son temps, en fait, Et quand on vérifie, c'est parce qu'on n'est pas sûr, en fait. C'est parce que l'erreur est humaine, et que quelque part dans ce chemin vers la vérité, forcément on passe par des moments où on se trompe. Et je pense que ça c'est important, en fait, de reconnaître. Moi, comme chercheuse, je pense que je passe 95% de mon temps à me tromper, et on apprend de ses erreurs. Donc dans cette recherche-là, dans cette méthode-là, l'erreur est permise. L'erreur, c'est hyper important. Oui, exactement.
Et ça, je pense que c'est une autre chose qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école, à se tromper, et que ça fait partie du jeu. Mais voilà, dans ce chemin de vérité, quelque part, il y a ce ping-pong entre tous les scientifiques pour toujours remettre à l'épreuve les résultats qu'on a. En plus, dans une communauté de scientifiques, ça se fait à plusieurs. Tout à fait, oui. Enfin, le travail déjà se fait, la recherche se fait à plusieurs, mais après, il y a tout un processus très cadré de vérification. C'est-à-dire que pour publier un article scientifique, il faut qu'il soit vérifié par d'autres. Il faut que les Ce qui est expériences... assez rassurant, en fait. Oui, oui, il faut que les expériences soient reproductibles. Il faut que la démonstration, on puisse la refaire. Il faut que, voilà, que tout soit vérifié. Aujourd'hui, même pour les mathématiques, on commence à penser à des preuves assistées par ordinateur ou des preuves vérifiées par ordinateur pour être sûr qu'on laisse rien passer. Donc voilà, je pense que dans cette méthode, il y a vraiment quelque chose qui intrinsèquement, euh, oui, et une force, enfin une certification quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il reste jamais d'erreur. Il y a toujours, mais la marge d'erreur, je pense, elle est très très faible. Est-ce que, avec le temps, avec la recherche, la vérité s'affine? Exactement. Donc c'est une vérité quelque part. C'est pour ça que Mouvante? la vérité, c'est Ouais. compliqué à utiliser comme euh, quelque part, ce que fait la science, je crois, c'est en tout cas les sciences expérimentales, c'est d'essayer de décrire au plus près ce qu'on peut observer. Et, et ce qu'on peut observer, ben, en fait, avec la technologie qui augmente, ben, on observe de plus en plus grand et de plus en plus petit. Hein, les limites de notre observation changent. Et donc, typiquement, par exemple, la mécanique, hein, on a en tête, je pense que les premiers axiomes de la mécanique, enfin la première théorie de la mécanique, peut-être c'est Newton, enfin en tout cas la mécanique classique. Et on sait qu'elle a été mise en défaut et par l'infiniment petit avec la mécanique quantique et par l'infiniment grand avec la relativité générale. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait d'observer. Regardez ce chiffre d'un sondage que je trouve assez éclairant sur un état d'esprit. 42% des Français font davantage confiance à leur expérience personnelle qu'aux explications scientifiques. Est-ce que en science, il y a aussi une expérience personnelle dans la recherche? Oui, il y a une expérience personnelle. Après, le terme d'expérience, je me Qu'est-ce que méfie. ça veut Je dire? vous disais voilà, tout à l'heure qu'on essaye d'avoir des mots précis. Ouais, ouais. L'expérience peut vouloir dire soit une expérimentation conduite avec des hypothèses où on contrôle tous les paramètres et on essaye de dire les choses. Voilà, soit de temps en temps, l'expérience personnelle, c'est aussi de l'ordre du ressenti. Et là, il y a une part de subjectivité qui est beaucoup plus grande. Donc, quelque part, dans le terme d'expérience, c'est un petit peu compliqué. Et pourquoi on ne croit pas toujours à la parole scientifique, aux explications scientifiques pour vous aujourd'hui? Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a une raison que la science, peut-être, est pas très bien enseignée. Et donc, au lieu d'insister sur la méthode, on insiste sur un corpus de connaissances avec lesquels les gens, enfin, finalement, c'est trop, c'est une espèce d'indigestion. Donc, il y a une espèce de réaction épidermique. Je pense il y a, hum, il y a aussi quelque part que quand la vérité nous dérange, on préfère pas la voir. Je pense que ça, c'est une explication très plausible aussi. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'il y a des vérités qu'on ne veut pas voir parce qu'elles Exactement, ne parce que ça nous correspondent dérange pas. pas à notre vision du monde ou à... Il peut y avoir plusieurs degrés de la vérité ne m'arrange pas. Et elle peut être juste, elle m'échappe parce que c'est trop grand, trop petit, j'en ai pas la perception. Elle peut être, elle me dérange parce que c'est pas conforme à mon système de pensée. Ça peut être, elle me dérange parce que ça va m'obliger à changer mes habitudes. Par exemple, les questions climatiques, Exactement. on ne veut pas voir Ouais. parce qu'on va devoir changer trop de choses dans nos vies. Ouais, oui. Donc, je pense que cette question autour du changement climatique est tout à fait intéressante dans justement le ressenti que ça crée chez les gens, en fait. En général, quand on fait des maths très théoriques, ça affecte un peu moins les gens. Je ne vous ai même pas demandé votre spécialité parce que je ne vais pas comprendre. Donc je ne préfère pas vous poser la question. J'ai envie de vous faire réagir maintenant à une phrase biblique qu'on aime beaucoup au jour du Seigneur, évidemment. Un cœur intelligent veut acquérir la connaissance, l'oreille des sages la recherche. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, aussi la méthode scientifique?
L'oreille des sages, la recherche, je pense à ça. C'est-à-dire que le fait de rechercher, il y a une sagesse dans la recherche. Oui, enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est ce qui conduit ma vie à la fois de scientifique, de croyante et d'humain en général, je pense. Hein. Parce que vous avez parlé aussi de chemin dans la Ouais, recherche. exactement. C'est un chemin dans la foi également. Exactement. Avec Enfin, parfois des incertitudes, avec parfois des erreurs, des avec doutes. parfois des doutes. Ouais, pour moi, le doute est central, en fait. Je dirais les deux choses qui font, les deux briques qui font avancer, hein, c'est le doute et la curiosité. Donc, la curiosité, c'est aussi la capacité à s'émerveiller, à se laisser toucher par l'extérieur. Et puis, le doute, c'est l'intérieur, peut-être, qui vient cogner là-dedans. Et c'est pas grave. Non, c'est pas Au grave. contraire. Je pense qu'au contraire, ça. Enfin, ce qui est important pour moi, c'est cette dynamique. Et encore une fois, je pense que la vérité, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est un chemin. C'est le chemin d'une vie. C'est le chemin d'une communauté entière. C'est Et comme dans la foi, c'est important aussi d'être en communauté, comme dans une Ouais. recherche scientifique aussi. Tout à fait. C'est, encore une fois, parce que on va plus loin, je pense, ensemble. Et puis parce que je pense dans la recherche scientifique, et je pense que c'est marrant parce que c'est probablement pas ce que les gens, le premier mot qui viendrait à la tête des gens quand on parle de science, mais il y a il y a besoin d'une grande créativité, d'une grande capacité à imaginer, en fait, pour pousser sa limite. Euh, et ça, plus on est nombreux, plus on est différents. Et je pense que la diversité aussi est quelque chose qui est très important dans la communauté de la recherche. Vous parliez d'émerveillement. On s'émerveille aussi ensemble par rapport aux Ouais. recherches, à ce qu'on découvre du monde, de la manière dont fonctionne le monde. Oui, on s'émerveille ensemble, il y a une forme d'émulation, il y a une forme aussi d'encouragement, hein, parce que la recherche, et je pense que ça vaut de la science comme de la foi, c'est difficile. J'ai dit tout à l'heure, on passe 95% de son temps à se tromper, et donc il ne faut pas se décourager. Donc, Alors, pendant notre carême, où je vous rappelle, hein, vous l'avez compris, nous empruntons des chemins de vérité, en tout cas on essaie d'emprunter ces chemins. Nous retrouvons chaque dimanche le frère dominicain Lionel Gentric. Nous lui avons demandé de choisir une figure biblique ou historique chaque dimanche qui se saisit d'une manière ou d'une autre de cette grande question de la vérité. Regardez. Nous parlons ce matin de vérité scientifique et de l'articulation entre la science et la foi. Et j'ai pensé à la figure de Georges Lemaître pour illustrer cette question. Georges Lemaître est à la fois prêtre et astrophysicien. Et c'est lui qui, en 1927, a formulé l'hypothèse de l'expansion de l'univers et d'un instant initial qui aurait marqué comme le commencement de l'univers. Alors cette hypothèse, à l'origine, qui depuis a été largement confirmée, nous la connaissons sous le nom de la théorie du Big Bang, qu'un prêtre catholique formule cette hypothèse d'un instant initial a suscité des réticences. Parce que Georges Lemaître a été soupçonné de tordre la science physique pour la ramener dans le champ d'un discours créationniste. Georges Lemaître a toujours été très clair. Pour lui, la science et la foi répondent à des questions différentes, sont d'ordre différent. Science et foi peuvent coexister de manière paisible, sans interférence. Elles n'ont rien à craindre l'une de l'autre. Elles peuvent même se soutenir l'une l'autre. Quand un scientifique fait une grande découverte, elle peut susciter un émerveillement qui l'ouvre à d'autres questions, d'autres ordres. Inversement, un homme de foi peut trouver dans sa foi un optimisme et une détermination qui l'encouragent à poursuivre ses recherches. Georges Lemaître est un témoin exemplaire de ce que, sur ce double appui, cette double foi, confiance dans la science et foi en Dieu, on peut bâtir une vie entière. Ah, cette double foi, vous la connaissez également, à la fois dans votre vie de foi et dans votre vie de scientifique, de recherche. Oui, enfin pour moi, il y a vraiment pas. Je suis complètement d'accord avec ce discours, en tout cas, qu'il n'y a pas d'antinomie. Et moi, je vais même plus loin. Je crois vraiment que c'est deux chemins qui se nourrissent l'un l'autre. Comment pour vous ?
Donc, je dirais que mon chemin de scientifique se nourrit de cet émerveillement et de cette conscience que la limite peut toujours se pousser, en fait. Et donc, voilà, si la limite peut toujours se pousser, il y a quelque chose qui est plus grand. Et puis, je pense que mon chemin de foi s'enrichit aussi beaucoup, justement, de cette méthode scientifique, de ce doute. C'est ces deux chemins qui se nourrissent dans l'approche, mais encore une fois, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est dans deux registres différents. Pour moi, la science répond à la question du comment, comment les choses s'organisent, et la foi répond à la question du pourquoi, à la fois pourquoi en un seul mot. Et en 2 mots. Et en 2 mots, voilà, exactement. Regardez ce que disait justement Georges Lemaître, ce prêtre et astrophysicien dont parlait Lionel Gentric à l'instant. J'ai trop de respect pour Dieu pour en faire une hypothèse de la physique. C'est pas mal, ça aussi. Parce qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu comme on prouve l'existence d'une planète dans le système solaire. Peut-être on peut revenir à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que déjà pour prouver quelque chose ou pour faire de la science, il faut être capable de donner une définition précise. Ouais. Et pour moi déjà, Dieu sort de définir, ça veut dire mettre quelque part une limite. Et Dieu sort de cette limite. Donc oui, je pense que c'est important de dire que la foi, et par définition aussi la foi, c'est croire, c'est pas démontrer. Donc voilà, sort de cette. Par contre, effectivement, la science met des limites, c'est-à-dire qu'elle dit que oui, on peut pas. Il y a des obstructions à certaines théories religieuses qui ne sont pas juste compatibles avec ce qu'on peut observer. L'obscurantisme religieux est un frein à la science encore aujourd'hui pour vous ? C'est difficile à dire, en fait. Je ne crois pas que ce soit un frein à faire la science. Je pense que c'est un frein à ce qu'elle soit accueillie par le grand public. Oui. Regardez une photo. C'est une photo d'une manifestation debout pour la science qui a eu lieu dans 10 villes de France en début du mois de mars, comme dans 144 villes dans le monde. Une manière un peu de répondre aussi à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, avec des coupes budgétaires importants, des arrêts de programmes de recherche scientifique, notamment sur le climat, avec cette phrase « Debout pour la science », c'est aussi une manière de militer pour la démocratie. En quoi la science aide la démocratie pour vous ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais la première chose qui me vient en tête, c'est que quand on avance dans les sciences, il n'y a pas d'hypothèse qui soit écartée d'emblée, en fait. Tout le champ des possibles est immense. Et donc, il y a fondamentalement une liberté pour avancer dans la science. C'est cette liberté, bien sûr. Et donc, pour moi, je pense que ce serait le premier croisement. Après, il y en a plein d'autres, en fait. Il n'y a que d'apprendre à réfléchir, c'est d'apprendre justement cette méthode scientifique. Elle donne la possibilité de se forger sa propre idée, de ne pas être à la merci de tout un tas de lobbying et de... L'apprentissage, c'est important. L'apprentissage. Regardez cette photo, vous êtes marraine de la fondation La Main à la Pâte, qui met à disposition des ressources pour les professeurs qui enseignent les sciences. C'est quoi le petit plus de cette fondation pour vous ? Pourquoi c'est important d'aider à éduquer les jeunes à la science ? Encore une fois, cette fondation, elle éduque pas les jeunes à la science, elle les éduque à la méthode scientifique. Ouais, et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, c'est ce raisonnement-là. C'est être capable de faire, c'est s'emparer soi-même des outils de la science, pas forcément sur des problèmes, je dirais, récents de recherche. Il y a des choses qu'on peut retrouver par soi-même qui sont connues depuis longtemps, mais de comprendre, en fait, justement, par rapport à cette défiance qu'on peut voir du public vis-à-vis des résultats de la science, de comprendre comment elle se fait, en fait, ça change complètement, je pense, la perspective par rapport à justement ce corpus de résultats après. C'est une construction intérieure
pour C'est le une jeune. construction intérieure, oui. Et puis, voilà, de comprendre qu'on fait une hypothèse, qu'on la met à l'épreuve de différentes expériences, qu'il y a un raisonnement, qu'on tire des résultats, qu'on compare avec l'expérience de son voisin, que si jamais on trouve des résultats différents, on est obligé de recommencer. Voilà, tout ça, Ouais. c'est la place de l'erreur, la place du collectif. Je pense que tout ça, finalement, Et ça marche dans toute expérience de vie, en fait. exactement, pas mais que c'est pour très la science. différent de le vivre soi-même que juste si on vous le raconte. J'aimerais qu'on termine maintenant, Laure, par un mini questionnaire sur la vérité Ouais. que nous posons à chacune et chacun de nos invités de Carême. Quelle est, Laure, la vérité qui vous dérange? Alors, il y a plein de vérités qui me dérangent, mais comme vous m'avez posé la question à l'avance, j'ai réfléchi un petit peu. Oui, on est un peu Et, triché. Je vous ai demandé je... de réfléchir sur la Exactement, sinon ça aurait été dur. Je voudrais revenir justement sur cette question du climat, parce que je pense que c'est une question qui peut servir d'exemple, en fait. Et parce qu'il y a plein de façons dont elle dérange. D'abord, c'est une vérité qui nous dérange parce qu'elle nous échappe. C'est-à-dire qu'on on a du mal à se projeter, on a du mal à imaginer. question. C'est quasi impossible, en fait. Exactement. Donc il y a déjà cette première chose qui est que ça nous échappe. Après, elle nous dérange quelque part parce que ça va nous obliger quelque part à changer nos habitudes. Elle nous fait peur. Je pense que c'est une réalité parce que ça va nous obliger à changer, mais pas forcément du tout dans Mais le il faut sens s'en où saisir. on aimerait. Et je pense que fondamentalement aussi, elle vient percuter en fait notre façon de penser. Parce que je pense que tout scientifique qu'on peut être, eh ben, quand même, je pense qu'on a tendance à réfléchir d'une façon très anthropocentrique ou même égocentrique parfois. C'est bien de le reconnaître. Et donc, je pense que de voir qu'on n'a pas la main, que les choses nous échappent, je pense que ça, c'est Pas simple. quelque chose qui dérange fondamentalement. Est-ce qu'il y a un mensonge qui vous arrange maintenant? Alors, j'ai envie de dire, en fait, par définition, le mensonge, s'il est là, c'est qu'il nous arrange, non? C'est un bon Sinon- raisonnement, pour le coup. Donc, Pas faux. je trouvais que c'était presque tautologique, en fait. Un mensonge, il arrange. Je pense que on a tous nos petits mensonges, en fait. On s'arrange quotidien. toujours avec sa conscience sur plein de choses. Et pour moi, en fait, je reviens à cette question du chemin. C'est le travail de toute une vie, je crois, d'être au moins en vérité avec soi-même. C'est déjà beaucoup, en Et fait. c'est déjà pas mal, ouais. Et c'est... Voilà, je pense que Parce qu'on d'être... peut, on peut se mentir à soi-même. Exactement, de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans la mauvaise foi, de ne pas s'arranger un petit peu avec sa conscience par-ci, par-là. Je pense que ça, c'est ouais, encore une fois, le travail d'une vie. Enfin, quelle est votre figure de vérité? Alors, pareil, il a fallu réfléchir un peu. J'aime pas la figure de vérité, parce qu'il y aurait plusieurs Les exemples questions ne possibles. sont pas simples, en effet. Voilà, mais j'ai retenu Blaise Pascal, puisque c'est à la fois, je pense, un Le homme voilà. de science et un philosophe aussi. un philosophe et et quelqu'un qui a un théologien, hein, je pense aussi. Enfin, et ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est que il utilise et dans la foi, je pense, et dans la science, cette même rigueur, cette même justesse du mot, voilà. Et il y a deux choses que je trouve intéressantes. C'est déjà, lui, il disait que c'est deux registres différents. Hein, il parle de je ne sais plus exactement quand il dit de vérité phénoménologique et de vérité essentielle. Donc voilà, ce registre de Il fait la distinction. l'expérience et ce registre de la foi. Donc voilà. Et l'autre chose que je trouve très intéressante chez Pascal, c'est que c'est jamais complètement. Il y a pas, c'est jamais tout blanc et tout noir. Il admet que l'homme soit à la fois crédule et incrédule, qu'il soit à la fois. Il y a de la finesse. Voilà, il y a de la finesse, il y a toujours. Voilà, les choses ne sont pas gravées dans le marbre, on navigue un peu à vue. Et voilà, ça fait partie de notre humanité, de notre finitude. Merci pour ce beau témoignage, Laure. Mais vous restez avec nous puisque l'émission se poursuit en culture. Et la culture chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour, Constance.
Et vous avez vu un film récemment qui vient juste de sortir et qui nous parle de science et de vérité. Ça tombe très bien. Ouais, tout à fait. Le film s'appelle Magma. Alors, c'est l'histoire de Katia, qui est incarnée par Marina Foïs, qui est une volcanologue en poste en Guadeloupe. Et elle forme Aimé, qui est un jeune doctorant originaire de l'île. Un jour, la Soufrière, qui est le grand volcan guadeloupéen, donne des signes d'éruption. Le préfet a peur et il ordonne l'évacuation de milliers de personnes. Mais au bout de 3 mois, toujours rien. La colère sociale monte, les gens veulent rentrer chez eux. La préfecture décide alors de lever les barrages. Pourtant, nos scientifiques insistent, la situation n'est pas stabilisée. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Hier, vous expliquiez à tout le monde que plus rien n'allait se passer. Ce matin, on assiste à la plus forte remontée magmatique depuis 50 ans. On parle d'un volcan vivant. Les conditions de vie des déplacés sont particulièrement pénibles. Papa, on te dit que c'est pas encore le moment de rentrer. On est vraiment à 2 doigts de recommander la levée de l'évacuation. Pourquoi tu dis ça? Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est pas protéger les gens, ça. J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord? Madame Reiter, vous semblez inquiète. Non, non. Le petit thésard. Alors c'est vraiment un film intéressant parce que justement ça pose des questions fondamentales à la fois sur la parole publique qu'on voit incarnée par le préfet, mais aussi la parole scientifique. On voit très bien dans ce film que Katia, la volcanologue, elle est partagée entre dire la vérité et protéger les gens parce qu'elle sait combien les évacuations sont coûteuses pour les populations. Et puis de son côté, le préfet, lui, est obsédé par la paix sociale. Alors au final, les gens n'écoutent plus personne et finalement, à force de cacher la vérité, eh bien, ça crée le chaos. Voici la morale de l'histoire. Magma, c'est un film vraiment intéressant. C'est en salle depuis mercredi. C'est un film de Cyprien Vial. Et c'est vrai quand on est scientifique, on peut hésiter à dire la vérité. Je pense qu'on peut hésiter à dire la vérité. Et je pense surtout que les scientifiques n'ont pas suffisamment dans leur culture le fait de dire tout court. En fait. Ils vivent un peu dans leur tour d'argent, de communiquer. Je pense que c'est parce qu'ils ont cette... évidemment, ça nous tient à cœur d'être toujours rigoureux. Et d'être très rigoureux nous rend inaccessibles au grand public. Donc oui, il y a toujours ce tiraillement entre être faire des petites simplifications pour être compréhensible et la petite simplification en même temps elle n'est pas rigoureuse. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Un livre que vous avez lu avec grand plaisir maintenant, Constance, c'est votre coup de cœur de la semaine. C'est ça, et c'est L'accident. Alors c'est un très beau récit intime du journaliste et écrivain Jean-Paul Kaufmann qui nous emmène donc sur les chemins de son enfance à Cornu, un petit village d'Ille-et-Vilaine dans lequel il a grandi. Des parents boulangers, catholiques pratiquants, une enfance rythmée par la messe du dimanche et son rôle d'enfant de cœur. Mais le récit démarre par un fait divers, un drame qui s'est produit dans son village en 1949. 18 footballeurs du village ont trouvé la mort dans un terrible accident de car. Et donc, tout au long de ce récit, Jean-Paul Kaufmann enquête sur cette tragédie qui a vraiment marqué son enfance. Et puis, il fait des allers-retours donc, entre cette enquête, ses souvenirs d'enfance et sa captivité, puisque je vous rappelle qu'il a été otage au Liban aux mains des milices libanaises pendant 3 ans. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, au fil de ce récit, il fait un lien entre son enfance heureuse, son enfance protégée et sa captivité, comme si, en fait, l'amour qu'il avait reçu de ses parents, eh bien, l'avait rendu plus fort, plus apte à survivre et à passer le cap de ces 3 années d'enfermement, et comme si son enfance, un peu comme un refuge, eh bien, l'avait finalement protégé. L'accident, c'est aussi une très belle plongée dans cette France d'après-guerre, cette France catholique et rurale, et c'est publié aux éditions des Équateurs. Le patrimoine maintenant, Constance, c'est la tentation en ce temps de carême. Oui, pour en parler, nous partons aujourd'hui en Haute-Loire, dans la magnifique abbaye de la Chaise-Dieu, une abbaye fondée au XIe siècle et aujourd'hui habitée par une communauté des Frères de Saint-Jean. L'abbaye abrite un trésor fabuleux, bien gardé dans une petite chapelle, des tapisseries flamandes du XVIe siècle. Et je vous propose qu'on s'arrête sur ce triptyque. Au centre est illustrée la première tentation de Jésus au désert. On y voit Satan qui présente une pierre au Christ afin qu'il la change en pain. Mais le visage de Jésus montre qu'il résiste et qu'il ne craint pas le diable. À droite de cette tentation, on trouve Adam et Ève qui mangent le fruit défendu. C'est la première de toutes les tentations. Et puis à gauche, Ésaü et Jacob, les fils d'Isaac. Ésaü rentre de la chasse affamé. Il demande à son frère Jacob de lui donner son plat de lentilles, en échange de quoi il lui cède son droit d'aînesse. C'est la vulnérabilité d'Ésaü qui est
est ici mise en avant. C'est un triptyque qui souligne la concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout ce qui a été promis dans l'Ancien se réalise dans le Second. Merci Constance, merci Laure d'avoir été avec nous ce matin. Restez encore un peu pour la messe que nous vivons ensemble au pôle scientifique et technologique Paris-Saclay. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.